Vous avez peut-être eu la chance, quand vous étiez enfant, que l'on vous raconte des contes de fées. En tout cas, ça a été mon cas. Et en tant que parent, j'ai aussi adoré raconter des histoires, raconter des contes de fées à mes enfants. Alors ce soir, si vous le permettez, je vais vous raconter un conte de fées. Les contes de fées nous proposent des visions, des leçons sur la vie en général. Mais ce soir, nous sommes dans une école de management, donc peut-être trouverons-nous des leçons de ces contes de fées dans le domaine de l'entreprise. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui nous intéresse et qui vous intéresse, c'est la notion de réussite. À travers l'histoire d'un jeune garçon miséreux qui avance dans la vie, he keeps moving forward. En bref, il réussit. Jack et le haricot magique est un conte traditionnel anglais du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne sait pas précisément. Alors je vous concède qu'il est moins connu que le Petit Poucet chez nous. Mais je vous en parle ce soir parce qu'il est aujourd'hui l'un des 4 ou 5 contes les plus connus de la planète. Et ceci pourquoi ? Tout simplement parce que depuis la fin du XIXe siècle, il a inspiré une quantité de scénaristes et d'auteurs de petits livres pour enfants. Donc on a trouvé des tas de films, de bandes dessinées, de films d'animation, et même de pièces de théâtre dans des tas de cultures, dont la nôtre. Ce conte de fées, il est également intéressant à mes yeux pour une deuxième raison. C'est que la version dont je vais vous parler principalement, celle de la fin du XIXe siècle, elle met en scène de manière explicite le héros de notre société contemporaine. Et ce héros, c'est tout simplement l'entrepreneur. Alors voici l'histoire. Il était une fois un jeune garçon nommé Jack qui vivait seul, misérable, dans une pauvre chaumière avec sa mère, du seul revenu du lait de sa vache, Blanchette. Seulement le lait vint à se tarir. Et Jack fut contraint de conduire Blanchette au marché du village pour la vendre. Et en chemin, il se laisse persuader par une vieille femme d'échanger sa vache contre une poignée de haricots, prétendument magiques. Le lendemain, de retour à la chaumière, sa mère ayant jeté de colère les haricots par la fenêtre, Jack constate que les haricots sont devenus un tronc d'arbre énorme qui grimpe jusqu'au ciel. Il est composé d'un entrelac de tiges de haricots. Ils étaient donc magiques, ces haricots. Le ventre creux, mais curieux, Jack se lance dans l'escalade. Péniblement, il finit par atteindre les nuages et poser le pied sur une terre inconnue. Là, un chemin le conduit à une vaste demeure, c'est celle d'un ogre, dans laquelle il s'introduit comme aide ménager contre un repas, enfin. Là, à l'approche de l'ogre, il se cache, attend que repu l'ogre s'endorme, puis subrepticement sort de sa cachette, rafle au passage un sac d'or, et par le haricot, rentre chez lui, le voilà riche, fini la faim, fini la misère. Bon, le temps passant, et le sac d'or commençant à s'amenuiser, il décide de tenter l'aventure 2 fois encore. La première fois, il met la main sur une poule aux œufs d'or, qui lui permet de reconstituer son capital fondant. Et la seconde fois, il se saisit d'une harpe magique qui joue toute seule d'exquises mélodies. Seulement, voilà, la harpe parle, et au moment de s'en saisir, le voilà qu'elle crie au voleur, réveillant l'ogre, qui manque de très peu de se saisir de Jack.
Mais là, l'ogre le poursuit, jusque sur le haricot. Donc Jack n'a que le temps de descendre. L'ogre arrive, il se saisit d'une hache, il coupe la tige de haricot. Celle-ci s'écrase au sol en menant l'ogre avec elle, et il se tue. Jack est maintenant définitivement riche, prospère et heureux. Fin de l'histoire du conte. Mais si vous le voulez bien, voici l'histoire de l'histoire. C'est que les contes nous viennent de loin, ne sont certainement pas là par hasard. Jack, c'est aussi David contre Goliath, c'est aussi ce haricot, le rêve de Jacob dans la Genèse, qui nous montre une échelle qui permet de relier le ciel et la terre, en tout cas pour les anges. Et puis, pour les universitaires spécialistes dans l'histoire du folklore, cette histoire nous présente, avec la tige de haricot, un axis mundi, c'est-à-dire l'axe du monde qui est présent dans un grand nombre de cultures, notamment la culture nordique, l'axis mundi. Et pour d'autres auteurs, ce sera une métaphore de, par exemple, l'exode rural, puisque nous sommes en fait au début de l'ère industrielle. Pour d'autres encore, c'est la période de transition de l'adolescence, de conflit d'adolescence entre le passage de l'enfance symbolisée par le lait au monde adulte, brutal et monétarisé. Mais qu'est-ce que ce conte nous raconte sur la notion de réussite ? Je vous ai dit que j'allais parler de réussite. Car Jack réussit. Il est plus riche à la fin qu'au début. En fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est donc cette sorte de réussite qui fait la part aussi belle au vol et au meurtre ? Il faut que je vous dise à ce moment-là que, en l'occurrence, il s'agit de la version résumée, certes, mais d'un conte qui est la plus connue. C'est celle qui est racontée partout et qui, en même temps, nous disent les spécialistes, est la plus proche de la tradition orale, c'est-à-dire celle du plus grand nombre à ces époques-là qui souffraient de la faim et de la misère. Donc on peut comprendre que cette morale-là ait été une morale directe, violente, brutale, injuste. L'anecdote, c'est qu'elle a été recueillie à la fin du XIXe seulement, pour être transcrite, auprès des descendants des colons australiens, souvent bagnards et repris de justice anglais qui peuplèrent ce continent. Le problème, c'est que c'est aussi cette histoire qui nous a biberonnés pendant 2 siècles, ou qui continue d'ailleurs, puisque elle fait l'objet de nouveaux films. Sommes-nous donc condamnés à édifier un monde et une société dans laquelle c'est ce type d'enseignement que nous passons à nos enfants ? Alors, c'est là qu'est mon hypothèse. Je ne crois pas, tout simplement car peut-être la morale des contes et les contes eux-mêmes ont-ils cette extraordinaire propriété de se transformer avec leur temps. Et mieux encore, peut-être même d'anticiper les transformations des mentalités. Alors j'ai fait cette hypothèse parce que j'ai découvert qu'il y avait une autre version, une version même antérieure à celle-ci, 1807, où un éditeur souhaita, comme on dit aujourd'hui, s'adresser, marketer en fait une nouvelle cible émergente, c'était les nounous, les nounous de la nouvelle société bourgeoise émergente, précapitaliste, du début du XIXe siècle. Celle qui racontait des histoires aux petits-enfants de Londres. Dans cette histoire-là, il fallait une morale un peu plus adaptée. Et donc l'éditeur ajouta un passage, juste avant que Jack n'arrive chez l'ogre, dans lequel Jack rencontre de nouveau la vieille femme, mais sous la forme sous les traits d'une sorcière. Pas d'une sorcière, pardonnez-moi, d'une fée. D'ailleurs, il y a les 2 cas. Et la fée lui explique qu'il est le légitime propriétaire du manoir et de tous ses biens, tout simplement parce qu'à la naissance de Jack, lui et sa mère étant absents, l'ogre, par traîtrise, a tué le châtelain, son père, et toute la maisonnée,
devenant ainsi, s'appropriant ainsi les biens de la famille. Il n'y a plus de vol, puisqu'en l'occurrence, il est le légitime propriétaire. Alors le meurtre, peut-être, me direz-vous, en fait, voyez-vous, c'est presque un accident. Et puis son avocat dirait que probablement, ma foi, c'était de la légitime défense. Mais il y a encore mieux que ça. Parce que dans cette version-là, et des variantes subséquentes, nous avons une série de situations où en réalité, ça c'est la fée, l'ogre n'est qu'assommé dans sa chute, ce qui fait que Jack peut le faire prisonnier et le livrer à la justice du roi. Ainsi là, véritablement, la morale est totalement sauve. Mais il y a encore mieux dans cette version-là. Je vous ai dit qu'on allait parler de management un tout petit peu. La fée, à la fin, nous donne explicitement la morale. Tu as bien mérité, car tu as un esprit curieux, un grand courage et un esprit d'entreprise, je vous jure, c'est dans le texte. Et ainsi, en grimpant sur le haricot, tu as gravi les échelons de l'échelle de la fortune. Jack est donc bien notre archétype, celui qu'on va retrouver dans tous les petits livres de développement personnel, dans même probablement la science du management encore en gestation. Seulement, si Jack est un entrepreneur, moi je me suis demandé, Jack a-t-il, comme nous espérons le faire à TED, changé le monde ? Non. Jack a juste remplacé le monstre. Il avait faim, il n'a plus faim. Imaginez ce que nous aurions pu faire avec des cosses de haricots de cette taille-là. Probablement nourrir non seulement la famille, le village et probablement tout le comté. J'imagine même qu'en apprenant à les cultiver, ça aurait pu être une véritable révolution verte. Donc par rapport au thème actuel de notre société, ceux qui animent les entreprises émergentes d'aujourd'hui, nous sommes peut-être en décalage. Cette morale n'est plus celle des entrepreneurs. Ce n'est plus comme Jack que nous réussissons. Ce n'est pas conforme à l'innovation sous toutes ses formes, au développement durable, à l'entreprise sociale et solidaire, à l'intelligence collective, à l'économie partagée, à la révolution du don, au crowdfunding, au crowdsourcing, au coworking. Vous voyez, on peut en faire. Il y a donc un décalage et vous allez me dire, mon hypothèse n'est pas bonne. Eh bien, je crois que si. Je crois que les contes se sont adaptés. En 1920, déjà, précédant notre monde actuel et peut-être son évolution immédiate, un jeune auteur, inconnu, un jeune linguiste, professeur à l'université de Oxford, fan de mythes et de contes, notamment nordiques et celtiques, se trouve pris dans un orage avec ses enfants, abrité sous un pont, et donc il fait ce que j'ai fait moi-même, ce que nous avons, ou ce que vous ferez peut-être un jour vous-même avec vos enfants, il leur raconte une histoire qui s'abreuve probablement aux sources communes de Jack et de quelques autres. Cette histoire s'appelle Gilles, le fermier de Ham. Je ne vous reproche pas de ne pas la connaître. Par contre, en 1937, ce même auteur, sous la pression de son éditeur, publie un livre que vous connaissez, alors j'en suis sûr, il s'appelle Bilbo le Hobbit, et cet auteur, c'est Tolkien. Pour Bilbo, ce sera tout de suite des millions de lecteurs. Puis en 1954, ce sera Le Seigneur des Anneaux, et là, pendant une vingtaine, trentaine d'années, certes surtout dans le monde anglo-saxon, nous aurons là des centaines de millions de lecteurs. Et alors, dans les années 2000, avec la trilogie portée à l'écran par Peter Jackson, eh bien c'est toute la planète. Et quand je vous parle de réussite, c'est intéressant d'avoir un cas de véritable réussite. C'est la première réussite du box-office mondial de tous les temps, même devant le Titanic si on additionne les 3 films. Alors, sur le plan de la morale, qu'est-ce que ça change ? Écoutez, c'est simple. Jack coupait le haricot, la source éventuelle de l'innovation, pour thésauriser pour lui-même. Alors que le Hobbit, vous vous souvenez, dès le début de la quête, accepte de détruire l'anneau magique, le symbole de la richesse et du pouvoir,
Et qu'est-ce qui se passe lorsque, après plein d'aventures, le Hobbit finit par jeter l'anneau dans les forges du volcan du Mordor? Vous l'avez certainement tous vu. Eh bien, dans le pays des hommes, dans la ville de Gondor, l'arbre sacré, l'Axis Mundi dont je vous parlais tout à l'heure, refleurit, symbole de la communauté retrouvée. Alors, juste pour terminer, ce que je voudrais dire ce soir, c'est ma conviction que dans cette salle, ce soir, se trouvent déjà les nouveaux héros de notre monde actuel et de celui qui se construit. Dans une société globale qui nous fait si peur par ailleurs, ces héros sauront, entrepreneurs, réussir, non pas comme Jack, le solitaire qui thésaurisait pour lui-même, mais plutôt comme le Hobbit qui construisait une communauté pour changer le monde. Amis Hobbit, je vous remercie.